Kwekwe, bonsoir. Mon nom est Nadine Saint-Louis. Je suis la fondatrice, directrice générale des productions Feu Sacré, un organisme à but non lucratif qui crée des espaces pour l'inclusion sociale de l'art et la culture autochtone. J'ai mis sur pied le premier incubateur culturel au cœur du Vieux-Montréal. Et je suis ravie d'être ici ce soir et j'aimerais remercier la FIFEC d'ouvrir son festival avec du contenu autochtone sur les langues autochtones, sur le territoire de Tiohtià:ke, un territoire partagé avec les Anishinaabe, avec les Iroquois, les Hurons, les Wendat et les Mohawks Haudenosaunee. Et puis, j'aimerais qu'on fasse, avant de faire un petit tour de fauteuil, il y a eu beaucoup de contenu ce soir. Je me suis dit, oh mon Dieu, de quelle façon je vais commencer? Mais j'ai pensé de simplement mettre le ton pour faire une autoréflexion sur la langue comme pilier de la culture, l'identité culturelle explorée par le temps, le territoire, les valeurs, le savoir-faire par la culture et les langues. Donc, je vais demander à ma collègue ici, Odile, de se présenter et on va faire juste un tour de table pour que tout le monde puisse savoir à qui ils ont affaire durant cette discussion et ce partage. Kwekwe tout le monde, moi c'est Odile Joannette de la famille Pikut-Léguen à Pessamit. Alors mon sang est Innu de Pessamit. J'ai grandi très très proche de la culture Anishinaabe. J'ai été élevée par une grand-maman Anishinaabe en Abitibi-Témiscamingue. Très, très heureuse. J'ai pris la direction générale du Wapikoni en avril dernier. Pour ceux qui étaient au FIFEC l'année passée, j'étais là, mais je pense que j'étais même pas encore en poste. J'allais rentrer dans les jours à venir, mais j'étais très heureuse. J'ai un parcours, j'ai travaillé les 10 dernières années à l'Assemblée de Premières Nations Québec-Labrador, donc redevable à la table des 53 chefs au Québec. Et puis, et là, je retourne un peu à mes sources, l'art au service des transformations sociales, individuelles, collectives, communautaires, mondiales, le rapprochement entre les peuples. Alors, très, très heureuse d'être ici. Oui, bonsoir. Mon nom, c'est Aidé Malenfant et je demeure tout près de Maliotenam, sur le bord de la mer, sur une plage. Je suis réalisateur et producteur pour la maison de production Manitou de Maliotenam. On est une vieille maison de production. On a 35 ans d'existence. Depuis le début qu'on essaie de faire, de capturer des archives, il y a 35 ans, on a réuni des aînés. On leur a demandé qu'est-ce qui serait le plus important d'amener aux plus jeunes, d'amener dans les écoles. Et c'est quoi qui est interdit? Jusqu'où on peut aller? On a eu nos réponses et on a continué. Et aujourd'hui, 35 ans plus tard, on est rendu à l'école. On a tourné beaucoup de films, 52. On a fait des livres électroniques, des e-books en langue autochtone. Mais maintenant, on est sur un projet qui s'appelle Étape Manitou. Il y a un site web, si jamais vous voulez aller voir ça. Et c'est l'enseignement par les arts à travers la culture Innu. N'importe quel cours, français, anglais, mathématiques. Mathématiques, par exemple, un exemple, les petits films qu'on passe à travers les cours de mathématiques, c'est comment on mesure un canot, comment on mesure un tambour. C'est toujours avec les mains, les avant-bras, les jambes, la longueur des bras. C'est des instruments millénaires personnalisés. Alors, c'est un petit tour que je fais. Bienvenue tout le monde. Bonsoir. Je m'appelle Simon Plouffe. J'ai réalisé le film que vous venez de voir en dernier. Moi, je suis originaire de l'Abitibi. Peut-être vous pouvez voir que je ne suis pas autochtone, donc je suis un allochtone. Je me suis intéressé un peu à la question, je dirais, quand j'habitais dans la région. Je suis quelqu'un du son, du domaine du son, donc j'ai travaillé beaucoup sur des projets de films, documentaires et autres dans des communautés autochtones, donc j'ai commencé à m'intéresser aussi beaucoup à la sonorité, à la musicalité de ces langues-là, puis à un moment donné, j'ai commencé à développer un projet documentaire qui a donné ce que vous avez vu. Donc c'est ça, pour un peu laisser la parole à ces gens-là, puis essayer d'en découvrir plus, là, vraiment un peu pour, on va dire, nourrir mon ignorance, parce que j'en connaissais très peu. J'en connais un petit peu plus, mais il y en a encore beaucoup plus à apprendre. Donc, j'espère que vous avez apprécié, puis on va continuer sur le sujet.
Et je vous présente Janie Bellefleur-Caltouche, qui a travaillé d'ailleurs sur les traductions Innu du film Ceux qui viendront l'entendront. Allô? OK, ça marche. Kwekwe, Janie Bellefleur-Caltouche, Tehniratron, Otahuan, Ochpan. Bonjour, je m'appelle Janie Bellefleur-Caltouche, je viens d'Atashquan. Effectivement, je travaille sur la partie Innu du film à Simon. Je suis réalisatrice dans la vie. J'ai fait beaucoup de films avec la Wapikoni Mobile. Sinon, pour ce soir, moi, je vais porter la casquette de médiatrice intellectuelle chez Execo. Sinon, je suis étudiante. Elle est Voilà. aussi la première autochtone d'avoir gradué de l'INES. Oui. Oui. Merci. Je vais bientôt travailler au Festival Innu Nikamu en tant que dans l'équipe Innu Nikamu. Voilà, fait que si vous avez des questions. Moi, je suis Véronique Audet. Je suis ici en tant qu'anthropologue qui travaille avec les Autochtones au Québec. J'ai fait mes études sur les musiques autochtones au Québec, le chant et musique à la fois traditionnelle, populaire. Puis le lien avec les langues, c'est que la plupart des musiques sont composées dans les langues autochtones. Puis c'est vraiment un bon moyen d'ailleurs pour les préserver, les valoriser, les faire vivre. Entre autres. Donc, et puis j'ai aussi écrit le livre Innu Nikamu l'Innu chante, pouvoir des chants, identité et guérison chez les Inuits. Vous pouvez voir d'ailleurs des transcriptions de chants Innu en Innu puis traduits. Donc, c'est ça. Okay. J'aimerais contextualiser. Est-ce que les gens sont au courant de la loi sur les Indiens? Si tout le monde est au courant de la loi sur les Indiens? Oui, non? OK, il y a des têtes. OK. La colonisation, c'est de prendre le territoire et d'imposer une façon de faire à ceux qui vivent là avant ton arrivée. Donc, avec la colonisation, on a mis des politiques d'assimilation. Donc, de 1876 à 1951, la loi sur les Indiens interdisait la pratique de la langue, la pratique artistique, la pratique culturelle et interdisait tous les objets spirituels ou un objet autochtone dans les communautés, dont les musées au travers du monde ils ont rempli leurs coffres avec tous les objets autochtones qu'on a sortis des communautés. On les a mis dans les musées, on a appelé ça des artefacts et on a créé toute une économie avec ça. Et puis, en 1951, tu avais la Commission royale qui a revisité l'aspect culturel de la loi sur les Indiens, puis a dit, OK, on va permettre la pratique culturelle des arts si elle reflète l'opéra, si elle reflète les pratiques européennes et non les pratiques autochtones. Puis il y avait même un document qui disait que l'art autochtone, comme on la connaissait, était en voie de disparition. Donc, il y a une urgence aujourd'hui de créer un espace de compréhension. Pourquoi il est essentiel de réclamer la langue? Parce que dans la langue, c'est toute la codification du savoir-faire. Je me rappelle, en 2006, j'étais avec Eddie et Zachary Bellefleur et on avait fait, avec Evelyne Saint-Onge, on avait fait un colloque parce que les aînés de la Côte-Nord étaient inquiets parce que les jeunes ils textaient tellement, puis qu'ils perdaient les mots. Ils disaient, s'ils ne font pas l'action, ils n'utilisent pas le mot. Donc, il y avait quelque chose qui résonnait très profondément, que dans l'action se trouve le mot, se trouve le narratif rattaché au territoire. Donc, il y a quelque chose de très puissant dans les arts d'utiliser la langue. Et je pense que Cashtin, c'était le premier groupe autochtone qui a chanté dans sa langue, puis le monde entier a écouté. Donc, j'aimerais parler au niveau de la langue comme outil de changement social ou un acte de résistance, en fait, pour la ressurgence autochtone. Ouais, moi, j'ai envie aussi de bonifier en disant qu'une des actions coloniales les plus destructrices en termes de langue a été évidemment les pensionnats. En 1920, un des amendements à la loi sur les Indiens, ça a été cette éducation forcée. Et dans le cadre de cette éducation forcée, c'était l'abolition de la langue. Puis le dernier pensionnat à avoir fermé ses portes au Canada, c'est 1996. Alors, tu sais, oui, peut-être qu'en 52, il y a eu quelque chose, mais jusqu'en 96, il y avait encore des écoles résidentielles, fait que residential schools, des pensionnats indiens. Fait que ça, c'est gros. Puis ça me fait penser à un des films qu'un jeune a fait dans le cadre du Webkoni. Au début, Webkoni,
Wapikoni, c'est Wapikoni Awashish. C'est cette jeune Atikamekw qui était drivée à créer un espace pour donner le goût à la vie, pour donner l'espoir à sa communauté, pour qu'on sorte de cette autodestruction puis de ce traumatisme intergénérationnel, puis qu'on passe à l'action, au mouvement, puis à l'engagement. Alors, c'est de Wapikoni Awashish qu'est né Wapikoni. Puis un des jeunes à avoir participé au Wapikoni au début, il s'appelle Kevin Papati. Aujourd'hui, Kevin a une signature artistique à lui-même. Kevin est un artiste à lui-même. Mais il a fait un film qui s'appelle L'Amendement, qui parle justement de cet amendement de 1920. Alors, et puis, ça démontre la perte de la langue de génération en génération. Et puis, c'est vraiment quelque chose de puissant. C'est un puissant court-métrage qui a fait le tour du monde. Ça a vraiment été apprécié dans tous les milieux parce que c'est un message extrêmement puissant. Puis ça m'inspire parce que, dans le fond, Wapikoni, c'est 5000 participations sur 2000 œuvres, que ce soit des courts-métrages ou des vidéoclips. C'est des jeunes engagés. Et de plus en plus aujourd'hui, c'est de plus en plus jeunes et de plus en plus aînés. Fait que dans le fond, c'est à la fois un service et un outil. Finalement, quand on débarque dans la communauté avec notre roulotte, nos équipements, nos ressources humaines, c'est aussi de s'approprier ces outils-là pour créer et exister. C'est un des axes stratégiques, c'est créer et exister dans un espace de souveraineté narrative, dans un espace de pleine participation complète, souveraineté narrative, puis propriété. Même si la propriété, on la questionne beaucoup aujourd'hui, même avec la jeunesse autour du Wapikoni, parce que la notion de propriété, puis ça a été mentionné dans un des films aujourd'hui, on ne peut pas être propriétaire ni de la terre, mais ni de l'histoire ou du récit qu'on raconte. On n'est jamais propriétaire d'une histoire ou d'un récit, on est responsable de le partager. Il y a une responsabilité des récits, par contre. Absolument. Il y a une responsabilité, puis il y a une façon de faire. Puis ça, c'est dans les protocoles culturels. Exactement. Puis chaque territoire a des protocoles culturels différents. Puis la question se pose à Simon, toi, en tant qu'allochtone, en choisissant de faire un mapping du territoire autochtone, puis de capter des langues Nescapi, Inuit, tu es allé à Chiachit, tu es allé à Maliotenam, tu es allé après chez les Mohawks. Comment tu as eu, j'ai de la misère à parler un petit peu, le droit de dire « je vais présenter cette histoire qui ne m'appartient pas, mais qui appartient à ce territoire ». Comment tu as apprivoisé les gens? Comment tu as demandé permission pour faire le travail mosaïque de les langues autochtones dans ton film? Oui, très bonne question. Ouais. On n'est pas tout le monde en parle, pourtant. Mais, non, mais en fait, c'est une question que je me suis posée d'abord au début du projet. C'est sûr que c'est pas évident, mais en même temps, je me positionnais pas non plus comme, entre guillemets, colonisateur ou de dire je vais raconter leur histoire. Tu sais, je pense que j'ai quand même eu l'approche de vouloir y aller plus en ouverture et pouvoir en y aller en découverte, puis de pouvoir leur donner aussi la parole et non pas de m'approprier leur parole et de raconter leur histoire à travers ce que moi je voulais dire. Tu sais, je pense que c'est un film que vous avez pu voir qui est assez ouvert. Qui ne porte pas nécessairement de conclusion très claire, il n'y a pas d'experts blancs, en guillemets, qui vont venir nous faire un peu la morale ou nous raconter ce qu'on devrait vraiment retenir de tout ça. Je pense que chacun peut tirer un peu sa propre conclusion, puis c'est des sujets très complexes, on s'entend que c'est pas simple à raconter. Non, parce que la lentille anthropologique a toujours été là depuis les 100 dernières années. On va capter le dernier d'une race en voie de disparition, on va capter la langue en voie de disparition. Puis c'est vraiment l'objectification de l'autochtonie, en fait. Quand il manque l'aspect de protocole culturel ou collaboration, puis je pense que Eddie, tu peux en parler, je te laisse finir, mais après, j'aimerais parler avec Eddie sur le territoire, comment les démarches de garder ou sauvegarder le savoir-faire et travailler avec les aînés. C'est une question que je me posais, puis j'aurais aimé ça peut-être voir au début du film, ton processus créatif dans l'apprivoisement du territoire.
Oui, ben, c'est ça, ça se fait en long terme, en fait. C'est un film qui a été tourné sur 4 ans, donc à peu près. Là. Donc, il y a eu de la recherche avant. J'ai commencé à peu près en 2012-2013. Ça s'est terminé en 2017. Donc, il y a eu beaucoup d'allers-retours. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disaient voyons, tu es encore là, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas fini ton film. Je suis comme non, j'ai pas fini. Il faut que je pousse plus loin. Il y a des histoires je veux dire, c'est infini. Là. Ce genre de film-là pourrait durer pendant 10 ans facilement. Et on n'aurait pas tout raconté, évidemment, parce que les aînés en ont tellement à dire. Oui, il y a de moins en moins d'aînés, mais ils ont des histoires tellement incroyables à raconter que c'est même difficile, même pour eux, en fait, Jenny peut en parler, mais juste de le traduire aussi, parce que c'est pas une langue qui nous appartient, évidemment. Donc, de mettre ça en mots, de traduire des concepts, juste des chansons. Je pense que Véronique a pu en parler aussi, là. Elle a fait beaucoup de recherches là-dessus, mais juste essayer de traduire des chants, c'est pratiquement impossible également, même pour eux. Donc, il y a comme une dimension spirituelle également. Donc, de ne pas venir de ces communautés-là et de ne pas comprendre ces langues-là, c'est tout un défi. Mais bon, moi, je suis allé un peu de façon un peu naïve, si on veut, mais aussi avec une confiance à force de revenir et à force de rencontrer les gens qui voyaient dans laquelle direction je m'en allais. Donc, je pense qu'il y a eu un échange. Je pense qu'eux, il y avait quelque chose à retirer là-dedans et que c'était pas unidirectionnel, puis que je volais quelque chose, puis je revenais jamais. Tu sais. Je pense que ça peut arriver peut-être un peu plus du côté journalistique. Puis il y en a peut-être qui étaient un peu plus réticents à cause de ça au départ, mais un coup qu'on avait gagné la confiance, ils savaient où est-ce que ça s'en allait. J'imagine que ton équipe a donné confiance aussi aux gens. Ben oui, mais Janie n'était pas sur les tournages. J'étais pas mal toute seule en tant que... pour le tournage, j'ai fait pas mal de choses seule. Mais oui, j'ai des gens qui m'ont un peu aidé pour la recherche et tout ça. J'ai fouillé dans le livre de Véronique, par exemple. J'ai fouillé dans d'autres archives, dans des documents. Donc, je me suis informé, mais j'y allais un peu de façon instinctive, je dirais. Donc, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Hein. Je pense que vous aviez une question pour M. Malenfant. Oui, mais la question du territoire dans les mots, il y a toute une codification d'une histoire. Puis quand tu vois le vieux, l'aîné, mais le vieux monsieur sur le territoire d'Escapé, il dit « Ah oui, moi je me rappelle, this was the Indian Trail. » Puis on marchait là, puis ce mot-là veut dire ça. Puis le territoire expliquait l'histoire du peuple. Puis je sais que tu as travaillé beaucoup sur le territoire. Tu as pris le Chouaitin. Le Chouaitin, c'est le train. Puis c'est un mot inou qui veut dire le vent du nord. Puis le Chouaitin part de Maliotenam, puis il monte jusqu'à Kawawachkamak, puis tu es allé sur le territoire de chasse. Puis quand tu tournais sur le territoire, puis la signification des noms, passe un peu. Oui. Pour commencer, la question que tu as posée à Simon, nous autres, la manière dont on l'a résolue, parce qu'on voulait avoir le contexte aussi, on voulait avoir comme c'était. Et plutôt que d'aller les voir, on a organisé des campements dans le bois, loin. On était à 150 km au nord de cette île. Et on invitait ceux qui avaient des connaissances à nous transmettre. Il y en a beaucoup qui sont venus. Et tout le monde se connaît. Ça fait que ça s'est amplifié. Il y a un exemple, entre autres, il y a M. Pian Pinachoué de chez Atit. C'était l'unique possesseur du... comment qu'on l'a... Comment ça s'appelle? Pas le livre du chaman, Hein? Non. Le mot m'échappe, mais il y avait cette connaissance-là qui était le seul à posséder. Et lui, sa seule préoccupation... Excusez-moi. Sa seule préoccupation, c'était de transmettre à ses enfants. Et ses enfants, ils ne s'en occupaient pas trop. On a tourné, on a fait une entrevue, je me souviens, c'était très, très, je dirais, fantastique pratiquement. C'était la nuit. Il voulait nous voir avant le lever du soleil. On est allé le voir pour nous expliquer son sac à médecine. Bon, le mot m'est revenu. Son sac à médecine. Et 1 an plus tard, il est décédé. Un de ses fils, une autre année plus tard, il y a un de ses fils qu'on ne connaissait pas qui est venu nous voir. Il dit, vous avez tourné avec mon grand-père. C'était son petit-fils. Et lui, le petit-fils arrivait d'un musée à New York. Il avait vu des sacs à médecine. Puis là, il dit, mon grand-père, il en avait un. Et là, on a pu lui donner l'information. On lui a tout donné ce qu'on pouvait. Et aujourd'hui, on en parle dans les écoles.
les petits films qu'on a faits aussi au cours, comme Simon était sûrement très au courant, quand on fait 1 heure ou une demi-heure, on en tourne 10, 12, puis des fois plus. Mais c'est tout intéressant, ces choses-là, quand c'est le récit d'une histoire comme la Pacatane, la route des portages. C'est plein d'histoires. Il n'y a pas un ruisseau qui n'est pas nommé. Il n'y a pas une rivière qui n'est pas nommée. Les montagnes, il y a une façon très pratique de s'orienter en forêt quand on ne sait pas où on est, où on va, surtout. À 5 heures le soir, là, il y a quelqu'un qui t'a dit, à 5 heures, quand tu vas arriver là, à 5 heures, à peu près vers 5 heures, tu vas voir telle montagne qui a la forme. Il y en a une, entre autres, qui avait la forme des fesses d'un orignal. Bon, c'est pas ça peut se remarquer, mais c'est construit tout comme ça, le langage, l'inou de bois, l'indien de bois. Les chasseurs inou, les chasseurs cris, les chasseurs nescapis, ça se comprend tout quand ils sont dans le bois, dans le territoire. Dans les communautés, c'est une autre histoire. Le modernisme est arrivé, la langue a changé, mais il reste qu'un chasseur, on est dans une civilisation de nomades, et eux autres, c'est des méchants bons ambassadeurs. Si jamais vous avez des questions en cours de route, là, gênez-vous pas. Ouais, on va faire le tour juste pour ouvrir un petit peu des sujets de conversation. Je vais m'adresser à Véronique. La langue comme vecteur de libération, de réclamation. Dans la chanson, c'est vraiment ça qu'on a vu avec s'approprier de sa langue autochtone pour chanter au Québec. Au Québec. Déjà, au Québec, le Québec est très différent du reste du Canada. Il y a cette dualité linguistique, politique. Et puis, les Autochtones, on sait tous qu'il y a la loi 101 qui impose le français comme langue première, mais que les Autochtones ressurgissent dans les années 80. Puis dit non, nous, on prend notre langue comme outil de libération, d'avancement pour la culture inou. Toi, quand tu as rencontré les artistes, c'était quoi le discours que tu entendais parler d'eux autres au niveau de l'utilisation de la langue? Bien, c'est vraiment une question de fierté, hein, de fierté identitaire. Là, ça passe beaucoup par la connaissance de la langue. En tout cas, chez les Inuits en particulier, c'est quand tu parles ta langue, là, t'es comme plus un vrai. Mais bon, ça dépend. Là, il y a d'autres questions aussi. Mais donc, il y a ça, vraiment la fierté de chanter dans sa langue. Aussi, de se sentir plus vrai. OK, la question identitaire, la question d'authenticité. Oui, d'authenticité, comme c'est... Ils sont plus eux-mêmes quand ils chantent dans leur langue la plus courante. Encore là, il y en a d'autres qui par exemple, c'est peut-être pas leur langue maternelle ou ils l'ont perdue, puis ils la réapprennent en chantant. C'est le cas de Shawit, qui, lui, il a vécu un bon moment avec son père, qui est acadien, donc il n'a pas été proche de sa langue, puis il l'a réappris en chantant les tunes de Cashtin. Puis finalement, lui-même, maintenant, parle sa langue, chante sa langue, la fait découvrir partout. Donc, il y a beaucoup d'histoires comme ça aussi. Et puis, moi, je dirais que d'abord, ça n'a pas été pour une question politique, identitaire, ça a été parce que c'est plus facile. En tout cas, c'est plus... on s'exprime... C'est juste quelque chose qu'on voit au Québec. Moi, j'ai travaillé au Canada anglais. Oui, c'est vrai, ils me parlent, chantent moins leur langue. Puis, non, ils chantent en anglais. De l'Ontario au BC, quand tu as de la musique... Des groupes autochtones, ils chantent en anglais. C'est vraiment quelque chose qui est typiquement du Québec. Oui, c'est une bonne question. Que tu chantes en Anishinaabe, que tu chantes en Cri, que tu chantes en Innu, en Atikamekw. C'est d'ici. Il y a, en tout cas pour une petite histoire, c'est beaucoup les musiques à la mode internationale qui sont réappropriées, indigénisées. Donc, moi, je trouve qu'ils prennent ces musiques-là, cette forme de musique-là, mais pour exprimer, ce qu'ils sont eux-mêmes, ce qu'ils vivent. C'est beaucoup, d'ailleurs, des questions de changement social, comment on ferait pour être mieux, pas dans la guérison, etc. Lancer des messages, c'est pas bon de prendre la drogue, mettons, ou regardez-vous aller, t'es violent, faudrait que t'arrêtes ça. En tout cas, des choses comme ça. C'est des prises de conscience, des messages, beaucoup. Mais, en tout cas, je dirais, chez les Inuits, il y a Émile Grégoire, dans les années 50, qui, lui, a appris en écoutant la radio AM dans ce temps-là. Là, il y avait tu pouvais dans le bois entendre avec les radios transistors des radios, des émissions de radio du Midwest américain. Puis lui, il tripait là-dessus bien raide. Il a appris à
il a appris la guitare. Son père, il a acheté une guitare. Il a appris la guitare en écoutant ça. Puis, il s'est mis un peu à imiter ces chansons-là, mais avec des paroles inoues. Mais ça, c'était pas encore considéré vraiment comme de la création. On dirait, il imite. Puis, c'est un peu plus tard, avec Philip McKenzie, chez les Inuits, que là, on dit qu'il a vraiment composé des nouvelles chansons, puis vraiment beaucoup exploité les thèmes d'identité, de la fierté Innu, de qui on est. On vient du territoire, puis tout ça. Mais Philip McKenzie s'est inspiré, lui, de Morley Loon, un cri. Parce qu'il y avait aussi, par exemple, Alanis Sobomsawin dans les années 60, qui est plus connue pour son cinéma, mais qui a été chanteuse. D'abord connue comme chanteuse. Elle chantait des chants traditionnels à Benaki. Puis elle composait aussi des nouvelles chansons. Et puis, bon, Willie Dunn, qui est Micmac, qui chantait en anglais. Willie Mitchell, qui est algonquin, Mohawk, qui chante en anglais aussi. Mais il y a Morley Loon au Collège Manitou, qui s'est fait connaître au Collège Manitou, qui chantait, lui, à la guitare en cri. Puis là, le monde riait. Il trouvait ça drôle un peu. Hein? Lui, il chante dans sa langue autochtone. Mais finalement, il a été indiqué, oui, c'était des disques vinyles par le Service du Nord de Radio-Canada. Il y avait un service là, qui diffusait dans les communautés du Nord, surtout chez les Inuits, puis qui enregistrait ici à Montréal. Beaucoup d'Inuits, entre autres Morley Loon. Puis là, Philip McKenzie a entendu ça, puis il a fait « Mon Dieu, mon ami s'est fait endisquer en chantant en Inuit, en cri. » Fait qu'il dit « Je veux faire ça, moi aussi. » C'est un peu l'histoire. Puis après ça, il y a eu Florent Volant puis Claude McKenzie qui ont joué avec Philippe. Après ça, qui ont formé leur groupe Cashtin. Puis après ça, le festival Innu-Nikamu, qui est très important parce que tout se passait dans les langues autochtones. L'animation est en Innu. Puis, ça favorise vraiment. Oui, l'Indien chante, l'Innu chante. Puis, donc, c'est ça. Il favorise vraiment. Ça a vraiment fait émerger beaucoup de groupes, beaucoup de chanteurs qui chantent dans leur langue autochtone dans toutes les nations au Québec. Puis, Innu-Nigamo, c'est un festival de 3 jours au début du mois d'août. Ça se passe à Maliotenam. Oui, à voir. Pendant 3 jours, c'est que des groupes autochtones. Fait que je vous invite à aller voir. Gianni, j'ai une question pour toi. Parce que tu es élevée à Notashquan, tu parles Innu, tu es urbanisée, tu es plongée dans une ville de béton. La forêt de béton. La forêt de béton. Est-ce que tu penses en Innu? Quand tu fais de la médiation intellectuelle, tu pourrais peut-être expliquer le travail que tu fais avec Execo. J'adore Execo. Je siège comme vice-présidente sur le conseil d'administration. Mais dans ta langue, est-ce que tu as peur de la perdre parce que tu es en ville? Oui, j'ai très peur de la perdre parce que moi, je vis presque toute seule à Montréal. J'ai des connaissances de personnes qui parlent Innu, mais pour la pratiquer à tous les jours, c'est vraiment une difficulté. Il faut que j'appelle. Une chance qu'Internet existe, sinon ça n'aurait pas marché. J'appelle ma grand-mère, j'appelle ma famille, puis je parle dans ma langue, puis je pense dans ma langue. Parce que penser en français, pour moi, c'est une autre mentalité. Tandis qu'en Innu, c'est comme tout est encerclé, tout est circulaire, tout touche à tout. Donc, c'est une autre méthode de pensée. Fait que ça m'aide aussi à utiliser comme dans mon travail de médiatrice intellectuelle. Execo, c'est un organisme communautaire qui travaille avec des personnes en situation d'itinérance ou différents bassins de population, entre guillemets. Il y a des itinérants autochtones. Puis pour aller leur parler, des fois, les médiateurs avaient beaucoup de difficultés. Fait qu'il n'y avait pas le petit maillon qui leur manquait. Fait que j'ai commencé à travailler pour eux, ça fait depuis maintenant 1 an. Et quand je rencontrais des itinérants, ils trouvaient ça super que quelqu'un leur parle dans leur langue parce qu'ils n'osaient pas. Ils disaient « Oh non, je ne veux pas parler dans ma langue parce que je veux la garder pour moi-même, je ne veux pas la partager. » Puis il y a ça aussi, c'est un combat au quotidien. Peu importe la personne où elle vit, garder une langue. C'est pour ça que moi, j'ai accepté d'être traductrice. Parce que moi, ça m'aide à travailler ma langue. Mais il y a une philosophie dans les mots. Oui. Un mot, le mot école en Innu, c'est quoi? OK, puis il y a combien de lettres? Je pense qu'il y a 26 lettres 26. dans le mot. Oui. 26. Puis ça veut dire quoi, le mot école? L'endroit où on enseigne. Et voilà. Fait que tu vois, dans le mot... Puis quand on dit on tourne à droite, c'est Némino?
Puis quand on tourne à droite, comment on dit en Innu? Jumenun. À gauche? Tinapajun. De l'autre côté. C'est ça? Tigwete. On voit la philosophie, on voit la façon de voir le monde. C'est C'est une langue imagée. oui, exactement. C'est vraiment imagé. Exactement. Puis c'est pas cartésien, puis c'est pas Non, c'est pas, il n'y a pas la grammaire française. Oui. C'est vraiment imagé, c'est vraiment. Moi, je dirais très active. C'est fondé sur les verbes. Oui. Tu sais, sur l'action qu'on fait. Oui. Dans quel contexte? Odile veut dire quelque chose. Moi, j'avais juste le goût de dire une autre chose que j'adore de les nous, c'est qu'il n'y a pas de genre. C'est Il exactement n'y a ça. pas de féminin, masculin, il y a de l'animé, inanimé. Oui. Ah, puis la roche est animée. Oui. Tu sais, fait que ça, j'adore ça! Oh! Moi, j'aimerais ouvrir un peu parce qu'on est plusieurs, puis dans des sections ou des pourquoi j'ai de la misère à chercher? Je suis debout depuis 3 heures du matin, j'arrive de Saskatchewan, là. OK? Des domaines différents, dont l'anthropologie, le travail social, cinéaste, écoute, précurseur à défricher le terrain pour la langue et la culture, Inuimun, Inuitun, femme de plusieurs carrières inspirantes qui siège maintenant à Wapigoni, qui dirige... Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Wapigoni, c'est un Winnebago qui passe dans les communautés puis qui donne des outils dans les mains des jeunes autochtones pour qu'ils puissent raconter leur histoire de Oui. leur perspective. C'est incroyable. C'est 2000 œuvres, 100 communautés partout dans le monde. C'est magnifique. C'est à la fois un outil d'inspiration puis d'appropriation, tu sais, de s'identifier puis de s'approprier sa propre culture. Puis ce qui est génial, c'est qu'à travers la collection, il y en a plein qui ont choisi de le faire dans leur langue autochtone depuis très longtemps. Et ceux qui la possédaient pas ont choisi de travailler avec leurs grands-parents pour pouvoir se la réapproprier. Des Shawids, comme tu racontais. Oui. Il y en a plusieurs qui finalement... Samian, qui se réapproprie sa langue à travers l'art, la musique. Je pense aussi à une petite cousine que j'ai comme le goût de mentionner parce qu'on parlait de musique. Puis Wapikoni, on a fait beaucoup de vidéoclips parce que certains voulaient faire ça. La musique, c'est présent comme mode d'expression. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un bassin intéressant d'artistes extraordinaires. Fait qu'il s'est créé en parallèle, on l'appelle un peu notre petite cousine, Musique Nomade. Et Musique Nomade a lancé récemment, puis je le dis, puis ça vous intéresse, les langues autochtones, les sonorités autochtones, on a un genre de Spotify autochtone au Québec. Et ça s'appelle Nikamowin. Nikamowin. Alors, la chanson, c'est vraiment extraordinaire. Il y a 153 artistes. Parce que, comme tu disais, Nadine, au Québec, je pense, puis tu l'as dit en introduction, puis on n'en a pas vraiment reparlé, mais je suis tellement d'accord que il y a comme au Québec une lutte pour le français, puis on la respecte, puis on la comprend. Puis en même temps, c'est le ce qui combat fait... des Québécois, c'est un combat similaire des Autochtones pour la langue, la souveraineté, l'autodétermination, l'identité. On est très, très, très similaires, mais je pense que c'est aussi un espace qui fait en sorte qu'on dirait qu'on a encore plus besoin, peut-être que dans le reste du Canada, on est comme dans un espace, un territoire où on milite davantage en fonction de notre identité linguistique partout autour de nous. Tu sais, à Montréal, on sent l'importance de la prédominance du français. Fait que, la variété d'Autochtones qui vivent à Montréal cherchent à trouver des espaces pour parler leur langue. Puis, moi, je trouve ça super important que même en milieu urbain, parce que beaucoup de gens viennent en milieu urbain, qu'on trouve des façons d'intégrer la langue. Chez Wapikoni, moi, j'ai trouvé ça tellement chouette, puis je veux qu'on continue à le faire dans différentes langues. On est une équipe autochtone, non-autochtone, nouveaux immigrants, résidents permanents. Il y en a qui n'ont pas leur citoyenneté encore. Ça C'est reflète vraiment la société trippant. dans laquelle oui, on vit. on est une organisation autochtone qui finalement fait ce qu'on demande à tout le monde de faire, intégrer la diversité. Puis nous, on le fait. On le fait bien. Puis parmi les choses que je trouve super le fun, c'est qu'on commence à donner des cours en langue autochtone au staff. Fait qu'à l'heure du lunch, on donne des cours. Puis là, c'était Yvette Molène, qui est venue pendant 12 semaines, puis elle a donné des cours d'Innu. Fait que le staff pouvait s'initier au moins à avoir un minimum, des introductions, des remerciements en langue Innu. Puis la Wapikoni, on représente toutes les langues autochtones, on représente toutes les nations autochtones. On est là, on est un outil. Mais on est aussi un outil, fait que je veux que ça soit la Tikamek qui revienne, je veux que ce soit d'autres langues, puis qu'on continue à avoir ces espaces de lunch. Dans le film, tu as marqué when a word is given, it never dies. Oui. Joséphine, Ouais. oui. C'est sous-titré. Moi, je l'ai lu en anglais. Mais tu vois, moi, ma famille, elle est Micmac acadienne. Donc, moi, j'ai été instruite toute ma vie en anglais, mais ma grand-mère ne parlait pas anglais. Donc, moi, j'ai été élevée dans les deux langues.
dans les deux langues. J'aimerais inviter les gens à poser des questions pour qu'on puisse agrandir le dialogue puis que ça vienne des deux côtés. Et non, je s'écoute. Nous autres ici, on va entendre des questions. Et puis en fait, je me demandais, est-ce qu'un des objectifs, ce serait d'essayer d'intégrer les langues autochtones comme langue principale et puis essayer d'étendre les langues autochtones à tout le monde, quoi. Donc, par exemple, si moi, je suis pas du tout du Québec, mais mettons, je vis au Québec, je parle déjà français puis anglais, puis est-ce que je pourrais dire, j'ai envie d'apprendre la langue locale, et puis il y a toute une structure qui est déjà là, etc. Est-ce que c'est C'est votre... chouette parce que c'est le genre de question qui vient tout le temps de quelqu'un qui n'est pas du Québec. Malheureusement. Puis il y en a 60 langues au complet au Canada. Il y en a 7 parlées. Alors, c'est difficile de s'approprier une langue au complet. Il y a eu des tentatives à Montréal d'avoir, avec l'Université de Montréal, mais il n'y avait pas assez d'inscriptions. Puis les universités, c'est des grosses installations économiques malgré tout. Il faut faire de l'argent. Hein? Fait que s'il n'y a pas assez d'inscriptions, bien, ça ne justifie pas la présence du cours. Alors... Par contre, il y a beaucoup de groupes communautaires. Pour ceux qui sont de Montréal, là, il y a des groupes communautaires qui, de plus en plus, offrent des cours en langue autochtone, mais il y a beaucoup de gens issus des communautés qui l'ont perdu. Fait que c'est sûr que c'est à eux en priorité que les inscriptions sont faites. Je pense que la meilleure façon aussi de s'approprier une langue, c'est de visiter le territoire, d'aller sur le territoire et d'entendre et de te lier, de développer des amitiés et des relations humaines. Et puis c'est comme ça. Moi, je n'ai pas ma langue Innu. J'ai pas grandi en territoire Innu, puis j'ai grandi avec une Kokuma Anishinaabe qui était très, très religieux, qui avait été très imprégnée par la religion, puis on l'a senti beaucoup ce soir, que beaucoup des écritures et des écrits viennent de l'influence catholique ou protestante, ou je ne sais pas trop, il y en a tout plein, là. Mais en tout cas, puis c'est quelque chose qu'on sent de façon, fait que j'ai malheureusement pas eu. Puis je me suis toujours dit que c'est mon objectif de retraite et de fin de vie que de parler l'Innu. Puis la meilleure façon de le faire, ça serait d'aller faire du bénévolat dans les CPE, les garderies, avec les enfants, pour qu'eux autres aient la patience de me répéter et de me répéter et de me répéter pour que je l'aille et que je le prenne. Fait que je pense que la meilleure façon aussi de l'apprendre, c'est d'y être. Je peux peut-être rajouter quelque chose. Nous, on va dans les écoles, mais on s'intéresse aux plus petits en se disant c'est eux qui vont pouvoir ramener la langue pour ceux qui l'ont perdue ou au moins la faire perdurer. On s'adresse même au secondaire, mais surtout au primaire. Ils sont petits, ils peuvent tout apprendre. Hein? Oui, puis comme Odile l'a dit, ils répètent, c'est facile. C'est plus facile, oui. Moi, c'est pas une question, c'est plus un témoignage, là, mais je suis orthophoniste à Chisasibi, dans une communauté Cree. Puis en fait, j'ai mis mon chandail « Talk Cree to me ». Puis en fait, j'essaye activement d'apprendre le Cree. Puis ce que vous disiez, dans le fond, moi, je travaille beaucoup avec les enfants dans les garderies, puis je l'apprends avec les enfants. Là. Je l'apprends en apprenant aux enfants à parler, là, parce que dans le fond, il y a tout le temps une éducatrice présente, puis je passe mon temps à demander « How do you say that in Cree? » Puis je le répète 40 fois avec eux, puis c'est comme ça que je connais tous les animaux en Cree, toutes les couleurs, puis je suis capable de connaître les actions de base, puis d'avoir une petite conversation, mais ça fait 3 ans, puis c'est quand même difficile. Une des choses que je rêve pour le Wapikoni, c'est qu'on commence à s'initier au podcast. Fait que si peut-être on réussit à faire du podcast en langue autochtone, ben vous allez avoir l'occasion de l'entendre encore plus. On peut le faire. On peut le faire. Ben oui. Pour le Innu. Je veux juste mentionner, pour le Cree, il y a une application, en fait. Ils ont fait une application sur laquelle on peut écouter des gens parler en Cree, puis appuyer sur les différents mots, là. Ils l'ont fait pour la langue Mi'kmaq aussi, dans la communauté de Listigwitch. Il y en a beaucoup, je pense. Il y a le Haudenosaunee aussi qui le font. Anishinaabe, il y a l'écrit. Et nous, avec tes livres à toi puis ton site Web. L'Institut Tchagabesh a aussi un dictionnaire très bien fait, je trouve, en ligne. Anglais, français, anglais. Anglais, français, Innu. Oui, les 3 langues. Très bien fait. Nous, on a fait des livres électroniques en 3 langues aussi. On les fabrique en langue Innu. Après, on fait des traductions. Mais avec le livre électronique, par exemple, on en a fait 5. Le monde du rêve, la spiritualité Innu. On a fait la fabrication du canot, de la raquette,
du tambour. Et on a fait aussi un portrait d'une personne vraiment, moi, qui m'impressionne beaucoup, qui s'appelle Évelyne Saint-Onge. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est quelqu'un de. C'est la mère, d'ailleurs, à Michel Audette, oui. Celle qui était à la commission. Là, je me perds un petit peu. Est-ce qu'il y avait une question? Ou... Pas vraiment. Bon. Et oui, pour finir, finalement, à dire que allez voir Étape Manitou. Vous allez comprendre comment, par quel principe, on veut vraiment, pas juste la langue, mais on veut donner aussi le contexte qui va avec. Oui, bien pour la langue en particulier, s'il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de langue, je pense. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Bon, j'ai de la misère avec mon micro. On va en sortir. Moi, je suis, surtout, je vais pas terminer en disant ça, mais je suis un témoin là, très, très chanceux. J'ai eu la chance de vivre avec des connaisseurs de culture inou remarquables, des chasseurs. Les grands chasseurs, j'en ai connu, j'ai vécu avec eux autres, ils m'ont appris plein de choses. Je suis un témoin chanceux. Et c'est arrivé comme ça à l'époque. C'est une question d'époque, simplement. Pour nous autres, la manière dont on a vécu tout ça, et qu'on a pu en vivre aussi, c'est l'arrivée d'APTN, du réseau autochtone, qui nous a permis de venir à Téléfilm, d'aller à la SODEC, d'aller chercher du financement pour faire qu'est-ce qu'on voulait faire. Moi, j'ai eu des demandes, genre un chanteur populaire qui vient dans une réserve. On voulait que je produise ça. Là. Ça, c'est autour de Téléfilm Canada. J'avais rien contre le chanteur, mais l'idée, c'était qu'ils s'en viennent dans une réserve et là, qu'ils disent aux téléspectateurs, nous sommes dans une réserve, vous voyez des Indiens. C'est des choses semblables qu'on nous a offert, sauf, dans un cas, l'ancienne série Passe-Partout. Pour les plus vieux, vous allez vous en souvenir. Quand la série s'est terminée, on venait de finir notre premier document pour eux qui n'a jamais été diffusé. On a été très déçus. Par contre, ouais, mais nous autres, on est rendus ailleurs, là, je pense. Tant mieux si on peut faire quelque chose, je pense. Mais l'idée, c'est ça qu'on a compris, nous autres. Je pense qu'il faut s'adresser aux enfants et qu'on leur donne une lourde tâche, mais je pense que ça marche. C'est ce qu'on voit dans les classes. Dans les classes, comme à Sept-Îles, c'est un peu mélangé. Il y a des écoles où il y a des petits inuits, ceux qui ont été adoptés, par exemple, où il y en a plusieurs qui viennent un peu partout, qui ne parlent plus vraiment la langue. Mais d'entendre parler de leur culture, là, c'est juste endormi un petit peu. C'est pas disparu. C'est vraiment pas disparu. On a fait, à un moment donné, il y a une communauté, peut-être que je parle trop, par exemple, mais vous me le direz. À Sipit, c'est près des Escoumins et la langue a pas mal disparu là-bas. Et à un moment donné, on a invité des enfants de Sipit à venir à Shefferville, à la chasse traditionnelle au caribou. Bien, ces petits-là, là, ils avaient les mêmes réflexes que les petits de Shefferville, que les petits Inuits de Shefferville. Ça marchait. Non, c'est encore là. Je pense pas que ça puisse se perdre. Pas vraiment, je pense, j'espère. Bon, voilà. Dans le film de Les Aînés, quand je voyais le Vieux Testament, parce que je voyais Genesis, là, qui n'était pas traduit, le Vieux Testament était dans les syllabiques Nescapi. Puis tu vois les croix, puis tu vois la forte présence de la religion, les pensionnats. Puis il y a quelque chose de triste à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose qui me déchire quand on voit ça. Toi, comment tu t'es senti quand tu es rentré? Je suis sûre que tu es rentré là-dedans avec une idée de dire, « je vais capter le traditionnel, je vais capter des aînés avec un savoir incroyable, des anciens que je vais être capable de transmettre aux autres. » Puis quand tu arrives là, ils sont en train de faire des chants
Ben, religieux? Ça a été le cas aussi, mais c'est juste que justement, je cherchais des événements comme ça où est-ce qu'il y avait encore des chants actifs. Je cherchais Mais des c'est chants des chants traditionnels. chrétiens, vous le savez. Oui. Je cherchais des chants traditionnels, puis il s'avérait que les chants traditionnels qu'il y avait, c'était des chants qu'il y avait dans la petite chapelle qu'il y avait là. Puis, mais oui, c'est sûr qu'il y a comme une espèce de clash, si on veut, entre notre réalité et la réalité du Nord, surtout je dirais les régions un peu plus éloignées, mais c'est une question de génération aussi. Tu sais. C'est sûr que la religion, elle a été imposée, elle a été forcée, elle a été même, on pourrait dire, entrée, c'est ça, forcée. Donc, ce qui fait que de leur dire aujourd'hui qu'ils ont plus raison de croire à ça. Je trouve qu'on n'a pas nécessairement ce droit-là non plus. Tu sais, ça, je pense ça pas leur que c'est là que je vais aller appartient. avec Non, la c'est question. ça. Là. Mais tu sais, disons toi, que... en tant que cinéaste, oui. tu t'attendais à arriver dans... Plus tu allais au nord du 50e parallèle, plus tu étais pour arriver dans l'authenticité de la culture Nescapé, Innu. Inuit aussi, oui. Ouais. Ben, oui, puis il y a ça, mais tout est en parallèle. On dirait juste que c'est une autre époque, c'est leur réalité, finalement. On ne peut pas non plus comparer ça aux villes plus au sud, où est-ce que tout est très, très moderne, où est-ce que tout va très vite. Il y a quand même un rythme très différent. Donc, je pense qu'aussi l'époque, elle prend du temps aussi avant de changer. Puis, il y a encore beaucoup d'aînés qui croient à la religion, puis c'est correct aussi, parce que ils se l'ont fait imposer. L'écriture que vous référez, l'écriture syllabique, ça a été inventé par un missionnaire au Manitoba. Je pense qu'il s'appelait James Evans. Puis c'est dans les années 1840. Donc, il a inventé ce syllabique-là, cette écriture particulière, parce qu'il n'y avait pas d'écriture à l'époque. Puis c'était une façon d'apprendre facilement une écriture écrite qui est beaucoup plus simple que l'écriture latine. Là. Pour nous, ça a l'air bien abstrait, mais il y a quelques sons, en fait, qui seraient assez simples à apprendre là, pour monsieur, madame, tout le monde. Fait qu'ils ont fait la traduction de justement tous les ouvrages bibliques. Et puis, on pense qu'aujourd'hui, oui, ça a créé des dommages, mais d'un autre côté, ça leur a créé aussi un sentiment d'appartenance très fort alentour du langage écrit, qui fait que c'est dans ces quelques nations-là, on va dire, dans ces langues-là, que les linguistes disent que c'est dans les 4-5 langues au Canada qui sont les plus fortes, qui perdureraient dans le temps le plus longtemps. Entre autres, par rapport à cette écriture-là qui a créé comme un sentiment d'appartenance très fort. Donc, finalement, c'est un peu l'ironie de l'histoire qui fait que, oui, c'est soit des jésuites ou en fait des missionnaires anglicains ou méthodistes qui sont venus d'Europe, mais c'était des gens très éduqués qui ont eux-mêmes appris les langues pour les traduire, pour les transmettre. Donc, tu sais, des fois, l'histoire est un peu... Il y a des zones grises, puis ça en fait partie, ce qui fait que, finalement, il y a eu un leg qui était quand même assez positif. Après ça, la religion, ben, c'est autre chose. Ça dépend de nos croyances personnelles. Mais oui, je pense que j'ai quand même été un peu choqué ou bouleversé de voir que c'est à ce point-là présent. On le voit à plusieurs reprises dans le film, à quel point la Bible est toujours traduite. On sent vraiment que c'est l'écriture, la seule écriture, les seuls textes qu'ils ont écrits. Puis je trouve ça vraiment... Non, c'est ça. Exact. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Mais tu sais, en même temps, on dit tout le temps... Oui, c'est ça. Puis on dit oui, c'est beau. Puis on dit tout le temps que c'est une tradition orale. Tu sais, puis il y a un apprentissage qui est différent dans la tradition orale que dans la lecture et l'écriture. Puis je pense qu'en même temps, il y a beaucoup d'efforts de plusieurs communautés. Je pense à Tchakapé, je t'en parlais tantôt pour le dictionnaire. Oui, je trouve ça super le fun, mais elle disait ils ont quand même beaucoup de difficultés à écrire. En Innu. Hein? C'est l'écriture. Fait qu'on pensait à développer avec eux un partenariat parce qu'ils ont plusieurs films en Innu. Ça fait longtemps que Wapikani est sur le territoire Innu. Puis ils disaient, on pourrait comme pas les sous-titrer, puis les laisser le faire eux-mêmes, tu sais, pour qu'eux autres, finalement, ils sous-titrent les films en Innu, puis ça fasse partie de leurs exercices, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment chouette de pouvoir utiliser. Puis je pense que la vidéo, c'est aussi comme le futur, tu sais. De plus en plus, on vit dans un ère numérique où la vidéo, même les 6 secondes, c'est comme ça qu'on se parle maintenant, là, tu sais. Puis c'est nos stories sur Instagram, là. C'est ça qui est le plus important. Fait que c'est sûr qu'il faut les occuper, ces espaces-là. Moi, je dis tout le temps, il faut occuper nos espaces dans nos langues. Il faut occuper les espaces où on peut se parler. Tu disais, une charge Internet, on peut se faire des FaceTime, des Skype, je peux appeler. On a besoin de la technologie aussi pour la sauvegarde. Mais la sauvegarde passe beaucoup par l'écriture. C'est ça que je voulais dire.
Ben, c'est ce que. Moi, je suis arrivé à Montréal hier et c'est ce qu'on faisait, par exemple, à Malio avec les tableaux interactifs. C'est-à-dire, on passe le film et l'enseignante qui a quelque chose à rajouter en langue inou, ben, elle pèse sur le tableau, ça arrête. Elle pose ses questions, elle reçoit ses réponses, elle continue. Et ça, c'est très nouveau, là, à Malio. Ça commence, c'est la première année que ça commence. Puis ça. C'est vraiment le fun à voir. Ouais. Et une chose que j'ai aimée aussi dans le film, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand le nom de la fontaine du diable a été nommé, puis quand tu as les deux Autochtones qui sont à côté, il dit non, il dit c'est le Sacred Fire, mais celui qui ne vient pas du monde autochtone ne comprend pas la connexion au territoire, puis il ne peut pas concevoir. Fait que la vision du monde autochtone est retrouvée vraiment dans le nom des places. Fait que j'ai trouvé ça intéressant d'avoir l'interprétation. Même la création. On parle d'un lac où pour les animaux, c'est la création, en fait. Juste un petit exemple. Le lièvre, c'est celui qui est sorti du lac le dernier. Celui avec les grandes oreilles. Et il n'y a pratiquement pas de graisse. L'ours serait sorti le premier. Et c'est une légende, mais c'est raconté comme ça. Un lac, un petit lac qui tourne. Est-ce qu'on a des questions dans l'audience? Tout le monde sont bien gênés ou bien fatigués, un ou l'autre. Moi, j'avais peut-être quelque chose à rajouter contre ce que c'est. Vas-y, Véronique, puis on va prendre la Par question rapport ici. Au chant chrétien, pour Oui. expliquer l'attachement que les gens ont, c'est que ça fait des siècles et des siècles, en tout cas, mettons, depuis Les les années millénaires. 1600. Non, les chants chrétiens, tu sais, OK. qui ont côtoyé les missionnaires, qui ont adopté, tu sais, puis c'est très hybride aussi, là. C'est pas la religion catholique ou les autres religions chrétiennes telles qu'on les connaît. Ça a été très... ils ont pris des mots dans les langues autochtones, justement, pour faire... convertir. Puis, ils ont beaucoup fait créer des chants, parce que c'est par le chant qu'ils arrivaient à charmer les Autochtones pour les convertir. Donc, ils ont créé avec... Ça a été quand même des créations communes, disons. Non, il y a aussi peut-être des airs traditionnels, ou ça, je ne sais pas à quel point, mais ça a été créé avec des Autochtones qui ont dit quel mot on pourrait utiliser pour dire telle chose, puis comment on pourrait adapter ça. Donc, puis c'est sur, disons, 200-300 ans. Donc, on comprend que les gens, aujourd'hui, sont encore attachés Non, moi, j'ai aucun à problème ça. avec les chants. Non, mais puis aussi, par rapport au pensionnat, on se dit tout le temps, justement, mon Dieu, comment ça qu'ils peuvent encore aller à l'église? Mais il y a, par exemple, je pense, c'est Florent Volant qui dit qu'avant d'aller au pensionnat, il allait à l'église, il chantait tous les chants en inou. Au pensionnat, il n'avait plus le droit de chanter les chants en inou. Donc, il y a aussi cette coupure-là, vraiment, d'éradiquer les langues. Là. Oui. On a une question ici? Allô? Oui. D'abord, j'aimerais féliciter et remercier les réalisateurs. Ça fait des ans, en fait, que j'apprécie beaucoup les films de Wapikoni. Donc, ça fait plaisir d'être ici. Ma question, c'est par rapport aux stratégies d'apprentissage, d'enseignement de ces langues, comme langue d'héritage ou comme deuxième langue. On a vu deux exemples qui m'ont frappé dans le film. Le premier, c'est où, dans le cours de Mohawk, on a vu qu'une fois, c'était... la façon d'enseigner un mot, c'était de traduire de l'anglais. Puis une autre fois, il y avait un mot que quelqu'un n'a pas compris. Et là, le prof a expliqué, tout a expliqué en Mohawk. Ça, c'est quand telle chose arrive. Donc on pourrait nommer ça la stratégie de traduction versus la stratégie de... je ne sais pas comment nommer la deuxième, mais pas la traduction. Et pour moi, quand j'ai travaillé en Alaska sur un programme de revitalisation linguistique, c'était un grand apprentissage pour moi, apprendre la philosophie de ces gens-là, les jeunes qui apprenaient leur langue comme
comme langue d'héritage, qu'il refusait absolument de traduire. Moi, je suis arrivé et j'ai posé des questions. Ah, comment j'ai dit lapin en Nunavut? Comment j'ai dit chaise en Nunavut? Et très vite, j'ai appris à ne pas faire ça. Mais ça a à voir avec une question philosophique, disons, qui va bien plus au-delà des stratégies de pédagogie linguistique. Donc j'aimerais juste savoir votre avis par rapport à ça, en particulier s'il y a des personnes qui apprennent ces langues ici. Janie, est-ce que tu veux répondre? Je suis comme un peu perdue dans ta question. Je dirais que pour garder la langue, je sais que moi, je vais parler au nom de ma communauté, je sais que moi, dans ma communauté, c'est Natashquan, c'est vraiment isolé, c'est à 17 heures de route dans l'est du Québec. Je ne sais pas si tu vois, c'est où. C'est là-bas. Là-bas, là. Par là. Quand le fleuve élargit, là, c'est Oui. sur le côté nord. Je sais que la plupart des jeunes de mon âge ont fait le sacrifice de ne pas aller aux études parce qu'ils ont eu des enfants pour qu'ils gardent la langue. Ils ont décidé de rester dans la réserve pour que les enfants apprennent la langue. Donc, quand les enfants arrivent à la prématernelle, maternelle, ils parlent tous inou. Fait qu'ils apprennent le français à la maternelle et à la prématernelle. C'est ce qui fait aussi que la langue reste. On a encore des cours d'inou pour première année jusqu'à troisième année, je pense, si je ne me trompe pas. Sinon, après, la langue reste. Elle reste encore. Mais ce qui se passe aussi en même temps, c'est que maintenant, les jeunes l'écrivent phonétiquement. Ils l'écrivent plus correctement à l'inou. Donc, pour moi, c'est aussi un challenge pour moi aussi en faisant de la traduction. Ça m'aide aussi à me corriger mon inno. Je l'écris plus phonétiquement. Ce qui fait, des fois, avec Execo, ils ont un programme qui s'appelle Trickster, raconte pas ta langue. Ils font des ateliers en collaboration avec le prof de langue autochtone des communautés de où est-ce qu'ils vont. Et ils font des ateliers de revitalisation. Ils engagent une artiste autochtone qui parle la langue des communautés où est-ce qu'ils vont. Et les personnes autochtones, moi, j'ai travaillé là. Fait qu'ils m'ont encouragé à en parler en Innu, à faire des ateliers en Innu. Fait que ça permettait aussi aux jeunes du secondaire de comme apprendre aussi des concepts comme le leadership. Ils ne savaient pas un peu c'était quoi le leadership. Fait qu'en Innu, si on traduit ça en Innu, fait que pour eux, c'est plus facile de comprendre des concepts que les Allochtones ont instaurés comme le genre leadership. Parce que le leadership, pour nous, il n'y a pas vraiment de... C'est ça. Mm-hmm. Ça dépend aussi, mais pour apprendre la langue, moi, je dirais qu'il faut vraiment submerger avec une famille qui parle la langue au quotidien. C'est comme ça qu'on apprend, comme aller dans le bois, aller à la chasse. C'est comme ça que la langue reste. Si, moi, exemple, vu que moi, je comprends l'Innu, j'ai regardé son film quand je travaillais sur cette traduction. Il y avait les Naskapi puis l'écrit. Moi, je comprenais le Naskapi, je comprenais l'écrit, mais seulement quand il parlait de la forêt, les noms de le monsieur où est-ce qu'il pointe, bon, c'est telle place. Moi, je comprenais qu'est-ce qu'il disait parce que c'était dans la même famille linguistique. Donc, ce qui fait aussi, c'est le fun, mais c'est en même temps aussi cette perte dans la contemporanéité. On est en train de moderniser la langue. Fait qu'il y a un combat aussi en même temps. Tu sais pas si on la garde, on la garde pas. Il faut inventer. Oui, standardiser aussi. Il y a des mots empruntés. Oui, il y a des mots empruntés, comme téléphone. C'est ça, moi, ma grand-mère a parle seulement Innu. Fait que moi, je suis très contente quand je l'appelle. Puis des fois, il y a des mots qu'elle ne comprend pas en Innu parce que moi, j'utilise des mots comme téléphone ou FaceTime ou des affaires des petits exemples. Elle me dit, c'est quoi ça veut dire, ça? Là, il s'est dit, elle se rend compte qu'aussi, la langue est en train de changer. Puis là, il y a aussi l'aspect, on garde-tu la langue, la partage-tu? Est-ce qu'il faudrait l'enseigner à des personnes qui sont autres qu'autochtones? Il y a aussi ce combat-là, mais ma grand-mère m'a dit, si un jour je veux venir filmer, bien, filme-moi. Viens me filmer. Je vais tout te dire. Fait qu'il y a ça aussi. Ouais.
À quelle heure ça finit? OK, il est 21h20. Fait qu'on peut prendre une autre question. Est-ce que tu as toujours ton micro? Non, le monsieur avait le micro. Ah, c'est toi qui l'as. Bon, alors merci, Monsieur Plouffe. C'est Simon Plouffe. Merci pour le film. Très touchant. J'ai plein d'images qui parlaient, que ce soit le vent, le grand vent froid l'hiver, là, les images de la forêt, les partages aussi entre les individus. Merci aussi aux personnes qui ne sont pas ici ce soir, les 3 personnes qui ont fait le film de Wapikani. C'est de toute beauté, différent. On voit que j'aime beaucoup l'humour qu'on retrouve chez les Autochtones. Je ne sais pas, ils ont un sens. Des fois, on a l'impression qu'on entend souvent les grands drames que les communautés vivent, mais ils ont un humour entre eux. C'est très touchant. Je me demande, votre film, est-ce qu'on va le voir ailleurs qu'ici? Oui, mais ça fait déjà... Heureusement, ça fait déjà 1 an qu'il roule. C'est sorti l'année passée, en mars dernier. Donc, je suis déjà très content qu'on puisse encore le voir en public. Mais il est également disponible en ligne sur le site du distributeur Film du 3 mars. OK. Puis le Wapikani, vos films, on les voit comment sur le site? Oui. Wapikani.ca. OK. Vous allez avoir accès à une grosse partie de la collection. C'est sûr qu'il y en a qu'on vous donne un petit teaser. Là. Je vous avais 30 secondes, puis après ça fait « Appelez-nous », parce que dans le fond, on le sait que ça peut potentiellement avoir une vie à l'extérieur du web et on veut pouvoir donner cette vie-là au maximum. Mais wapikani.ca, c'est une TV. Puis, bon, moi, j'ai 3 choses à vous dire. Un site web, Nameta Innu, ça s'appelle Nametainnu, qui veut dire les traces laissées par les Inuits. Il y a aussi les livres électroniques qui sont distribués sur iTunes. Sur quel nom? Livres électroniques? Très bonne question. Je pense qu'avec mon nom, vous vous rendez. Oui. Elle est mal Merci. Et le 3e, c'est un autre site web qui explique pourquoi qu'on donne des cours de cette façon-là aux petits en langue Innu. S'ils vont à productionmanitou.ca, ils vont tout... Productionmanitou.ca, non, ils ne trouveront rien. Là, c'est c'est nametainnu.ca, Nametau-Innu.ca, Étape Manitou, ou les livres électroniques avec mon nom qui est... En fait, moi, je l'ai déjà dit, c'est filmdu3mars.ca, f3m.ca, c'est encore plus rapide. C'est un autre micro. J'ai un micro. Sinon, moi, Execo, ils font... Execo font des ateliers de raconte-moi talent dans différentes communautés. Sinon, vous pouvez aller voir le site web. Sinon, je travaille comme régisseuse sur le stage de Festival Innu Nikamu. C'est tout à la première fin de semaine d'août. Donc, moi, je suis très contente. Ça fait 5 ans que je travaille avec eux autres. Puis moi, la langue, je vois la fierté dans les yeux des chanteurs quand ils embarquent sur la scène, tout le feeling, toute l'émotion, tout ce qui se passe. Sinon, il y a mes films dans Wapikani. Ouais. Voilà. Moi, j'ai ça. Ben, le festival, il est à Maliotenam. Je ne sais pas si on l'a dit, à peu près à 15 km de cette île. Ben, moi, j'ai fait ma plug déjà de mon livre. Il y a un CD aussi. Mais est-ce que... Non, c'est juste les gens. Où est-ce qu'ils peuvent retrouver ton nom en ligne? Où est-ce qu'ils peuvent retrouver le livre? C'est juste ça qu'on va faire le close, là. Presse de l'Université Laval. Il y a un CD MP3 avec, dont quelques chansons se retrouvent dans... Oui, ben, il y a la SOCAM, hein? Vous pouvez écouter 100.3. Ben, en tout cas, il y a des émissions, il y a un réseau de communication Atikamekw-Montagnais, où est-ce qu'il y a des émissions en Innu et en Atikamekw, puis vous pouvez l'écouter. D'ailleurs, moi, je fais aussi partie d'une émission qui s'appelle Voix autochtone à Québec.
C'est voixautochtones.org, je crois. Puis, on a des chroniques linguistiques. Il y a Arakwasiwi qui parle la langue Wendat, qui est un... On va laisser les gens explorer tout le site de la radio. Oui, mais je dirais c'était par rapport aux langues, je voulais dire ça aussi. La langue Wendat était réputée à être morte. Les Wendat disent qu'elle a été endormie, sont en train de la ressusciter. Donc, ça existe, une résurrection de langue après plus de 100 ans. Formidable. Et moi, c'est Nadine Saint-Louis, productionfeusacré.ca. Je vous invite à venir voir l'espace culturel Ashokan sur la plage Jacques-Cartier. On a Mathieu Boivin ici, qui est le secrétaire du conseil d'administration. Merci d'être ici, Mathieu. Et puis, je crois qu'en fin de semaine se termine l'exposition qui a fait le tour du Canada, qui s'appelle « Oubliées et disparues ». C'est sur les femmes autochtones assassinées et disparues, qui est à l'espace culturel Ashokan jusqu'à dimanche. Donc, je vous invite à aller voir cette exposition contemporaine de 7 artistes autochtones. Exposition impressionnante. Et là, on va dire « Chinnescometon ». Ah oui. Nyawa. Volalen. Volewin, parce que c'est malicite, toi, hein? Oui. Merci. Thank you. C'est Puis, Nakurmik pour les Inuits, pour notre ami Kevin qui n'était pas là aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'être venu en si grand nombre et d'avoir resté par respect, par intérêt et par partage. Bonne soirée. Merci.